Bonjour, plutôt bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. bonsoir tout le monde. Alors, je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de webinaire chez Yapla. Donc, on va se retrouver, on va être ensemble pendant 1 heure. On va parler de comment financer son association en 2026. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée de l'équipe de DonaSafe, donc de Quentin et Roblet. Et avant qu'on fasse les présentations, je vous dis quelques mots sur la plateforme sur laquelle on est en live pour vous donner quelques indications sur comment est-ce qu'elle fonctionne. Donc cette plateforme, c'est Livestorm et je vois qu'il y en a qui ont déjà trouvé le chat en bas à droite de votre écran sur lequel vous pouvez vous faire un petit coucou comme vous êtes en train de faire. Bonsoir à toutes et à tous. Vous pouvez aussi nous remonter s'il y a un quelconque problème technique, surtout n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous avez un onglet questions qui est dédié à ça et je vous invite vraiment à utiliser cet onglet plutôt que le chat. Ça nous aidera à bien voir vos questions pour bien vous répondre. Et puis, un onglet sondage. On va vous poser un petit sondage pendant la présentation. Sachez que tout est enregistré et vous allez pouvoir recevoir le replay avec le support de présentation qui est projeté à l'écran à la fin du webinaire. On vous enverra tout ça par mail. Alors, sans plus attendre, je me présente rapidement. Donc, enchantée, je m'appelle Solène et je travaille chez Yapla en tant que responsable marketing. Yapla, c'est une plateforme de paiement et de gestion que j'aurai l'occasion de vous dire un peu plus à ce sujet juste après. Et donc, chez Yapla, notre mission, c'est de simplifier la vie des associations en vous équipant d'outils technologiques et en complément pour vous offrir des conseils, des astuces, des bonnes pratiques pour vous accompagner dans votre vie associative. On s'entoure d'experts comme DonaSafe qui a répondu présent à notre invitation pour ce webinaire. Et du coup, Quentin, si tu veux te présenter, je t'en prie. Merci Solène. Alors moi, c'est Quentin Michelet, je suis le directeur général du groupe Euridium et ce groupe est composé d'une marque spécialisée dans le monde associatif qui s'appelle DonaSafe. Notre métier, c'est d'aider les associations à faire en sorte de se professionnaliser et cette professionnalisation, elle va passer par 4 thématiques. La diversification des financements qui est notre sujet du jour, mais aussi l'amélioration de la communication, la gestion financière, ainsi que le management. Finalement, c'est les 4 piliers qui vont vous permettre de mieux vous structurer et d'assurer votre pérennité. Nous, notre rôle, c'est vraiment de vous aider à vous professionnaliser et de faire en sorte que finalement, le futur soit meilleur pour vous. Robles, je te laisse te présenter vu que tu es là aussi quand même. Très rapidement, Roblé Wip, je m'occupe de la marque DonaSafe. Quentin a oublié de préciser, nous, on est dans la formation. C'est-à-dire que sur ces 4 thématiques-là, on va vous former. C'est des formations qui vont durer d'une journée jusqu'à 8 jours au maximum. Et on est assez provocateur. On aime dire qu'on est 20% théorie, 80% de mise en pratique. Voilà. Et c'est moi qui vais répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions et comme ça, je pourrai les voir plus facilement. Merci beaucoup. Merci Robles. Je vous propose d'avancer. Alors, rapidement, pour ceux qui nous découvrent, qui ne nous connaissent pas, donc Yapla, c'est une plateforme de paiement et de gestion pour les associations. Comme je vous le disais, on est là pour faciliter la gestion de notre asso. Et dans le chat, j'ai oublié de le dire, mais nous avons Laetitia avec nous qui est là pour répondre à toutes vos questions que vous auriez éventuellement, que ce soit essentiellement sur Yapla, puisque toutes les autres questions que vous allez avoir, ce sera plutôt Roblé, du coup, qui vous répondra. Et puis, on aura un moment pour répondre à vos questions à la fin du webinaire. Donc, au programme, Quentin va nous parler de diagnostic stratégique, comment savoir où est-ce qu'on en est avec nos finances. Surtout si je dis des bêtises, Quentin, n'hésite pas à me corriger. On fera un tour d'horizon des différentes sources de financement entre les fonds publics, les fonds privés. Quentin va vous partager aussi une matrice pour vous aider à prioriser vos actions et choisir les meilleures sources de financement selon
votre situation, les différentes étapes clés pour lancer vos campagnes de financement et fidéliser vos financeurs sur le long terme. Et puis, je vous montrerai aussi comment en fait Yapla peut vous aider, quels sont les différents outils qu'on vous propose sur la plateforme pour mettre en pratique toutes ces bonnes conseils et astuces que vous allez découvrir et qui commencent maintenant. Donc déjà, tout commence par mon numéro de téléphone disponible, évidemment, ainsi que mon adresse mail. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions d'ores et déjà à la suite de ce webinaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Comme je vous disais, nous, on fait partie du groupe Euridium et on est un organisme de formation certifié Calliope, ce qui fait que l'avantage de nos formations, c'est qu'elles sont intégralement financées par votre cause si vous avez des salariés. En gros, on ne vous coûte rien et on vous rapporte de l'argent. C'est pas incroyable, ça? Parmi les thématiques de formation, je les ai déjà évoquées au préalable, mais on est sur de la communication, du management, de la gestion financière, ainsi que de la diversification des financements, avec un grand F, puisqu'on parle de financement privé, de financement public et de financement même avec les particuliers. Aujourd'hui, on a besoin de votre réponse, à vous tous qui êtes présents. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les sources de financement dont votre association dispose aujourd'hui? Alors, on a proposé 3 types de financement. Là, c'est dans le sondage que vous devez... C'est ça, c'est un sondage. Si jamais il y a d'autres sources de financement, vous pouvez aussi le mettre dans le chat, mais c'est un sondage. Effectivement, dans financement particulier, on a parlé de crowdfunding et de collecte F2F, mais ça peut être aussi des cagnottes, ça peut être aussi des adhésions de particuliers. Le sujet est plus large que ce qui a été mis dans le sondage. Alors, quelles sont nos réponses, Jamy? Alors, on a une grande majorité, non, ça se bat quand même pas mal entre le financement public et les financements privés. À 43% de financement public, 35% de financement privé et 22% de financement particulier. Sachant qu'il y a un autre sujet dans le monde associatif, c'est l'hybridation des ressources. Donc, c'est le fait de avoir des financements publics et avoir des financements de la part des entreprises, mais aussi des financements de la part des particuliers. Et il ne faut pas hésiter à utiliser l'ensemble de ces leviers pour développer votre structure. De ce que je constate pour le moment, c'est qu'on a une majorité de financement public, si je ne m'abuse, Solène. C'est ça. C'est ça, une majorité, disons que ça c'est plutôt 50-50 entre 43% financement public, 35% financement privé, oui, une majorité de financement public. Très bien. Eh bien, on va parler malgré tout des financements publics aujourd'hui. On va peut-être faire une piqûre de rappel sur des financements que vous connaissez déjà. Peut-être que vous allez en découvrir d'autres. Mais on va aussi mettre en avant d'autres moyens de financement plus underground que vous allez découvrir aujourd'hui. Alors, il n'empêche que la première étape, avant de choisir les leviers par lesquels on va financer sa structure, c'est de réaliser son diagnostic. Pourquoi? Parce que avant d'entamer quelques démarches que ce soit pour structurer et organiser votre association, il faut déjà connaître ce que vous faites. Pour ça, il y a quelques questions à se poser. La première des questions, c'est quelles sont mes ressources disponibles? Alors, quand on parle de ressources, on parle de ressources humaines, évidemment, avec quelles sont les personnes qui travaillent pour notre structure, que ce soit en termes de bénévoles, en termes de salariés, mais aussi quelles sont leurs compétences. Sur quoi peut-on s'appuyer avec les personnes avec lesquelles on travaille aujourd'hui? Les ressources, c'est aussi les membres du conseil d'administration. Qui sont-ils? De quel réseau disposent-ils et comment peuvent-ils nous aider? On a parlé des ressources humaines, mais il y a aussi les ressources matérielles. Les ressources matérielles, c'est les choses que l'on peut utiliser. Donc, c'est par exemple des ordinateurs, c'est par exemple des locaux. Quels sont les éléments à notre disposition aujourd'hui qui nous permettent de mettre en place notre projet associatif? Il y a aussi
les ressources financières. Les ressources financières, ce sont les subventions que nous avons. Ce sont aussi les autres moyens de financement comme les adhésions, comme le potentiel chiffre d'affaires que nous réalisons. Bref, l'essentiel, c'est de savoir d'où provient l'argent aujourd'hui de notre association. Et enfin, les ressources technologiques. Donc, est-ce qu'on utilise de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on utilise des logiciels incroyables comme Yapla, par exemple, pour pouvoir aider notre structure? Bref, l'idée à ce moment-là est de savoir ce qui est à notre disposition, ce qui est utilisable pour pouvoir envisager les projets de notre structure. La deuxième question à se poser, c'est sur la notoriété de notre structure. Par rapport à la notoriété de nos structures, on va se poser des questions très concrètes et très précises. Quel est notre nombre d'adhérents? Aujourd'hui, est-ce que nous avons des réseaux sociaux, par exemple? Et sur ces réseaux sociaux, quels vont être les niveaux d'engagement? Quand on parle de niveau d'engagement, on va parler de nombre d'abonnés. On va parler de nombre de réactions sur nos posts. Par ailleurs, on va aussi regarder sur nos newsletters combien de personnes reçoivent notre newsletter. Pareil, quels vont être les indicateurs, donc le taux de clic par exemple, le taux d'ouverture de ces newsletters. Bref, tous ces éléments qui vont nous permettre de pouvoir envisager que notre structure a aujourd'hui un impact auprès du public. Et plus notre impact auprès du public sera important, plus nous aurons de chances de mobiliser certains niveaux de financement. Enfin, quels sont les financements mobilisables? Et là, pour ça, on va faire un état des lieux de qu'est-ce qui, dans notre région, dans notre zone, est mobilisé aujourd'hui en termes de financement sur le secteur sur lequel on évolue aussi. Si aujourd'hui vous faites de l'aide aux devoirs, par exemple, dans le cadre de votre association, eh bien vous allez vous demander aujourd'hui dans quelle mesure l'aide aux devoirs est financée par la région, par le département ou même par les entreprises locales. Le tout est encore une fois d'avoir conscience et connaissance de ce qui est mobilisable pour vous aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément le mobiliser, mais de ce qui est mobilisable pour vous afin d'avoir des chances de les mobiliser. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire pour pouvoir réaliser au mieux votre diagnostic, c'est de vous comparer. Vous comparer pour progresser. Donc, pour se comparer, il va falloir identifier les critères sur lesquels vous allez vous comparer. Donc, des critères souvent liés à des financeurs, mais ça peut être aussi des critères liés à vos bénéficiaires. Et l'idée va être de pouvoir évaluer du niveau d'importance de chacun de ces critères. C'est-à-dire que si demain, je vais vous donner un exemple de la vie courante, si demain vous cherchez l'homme ou la femme de votre vie, tous les critères n'auront pas la même importance. Pour certains, la beauté sera plus importante que l'humour, par exemple. Eh bien, c'est important de déceler au moment où vous identifiez les critères de comparaison avec vos associations concurrentes, quels sont les critères les plus importants pour pouvoir ensuite vous évaluer et évaluer vos concurrents par rapport à votre structure. Donc, généralement, je vous conseille de vous comparer à 3 structures similaires à la vôtre pour ensuite évaluer chacun d'entre vous. Ce qui va permettre de faire ce qu'on appelle une matrice multicritère. Une matrice multicritère, c'est, comme je vous l'ai dit à l'instant, déterminer des critères importants. Ici, nous avons mis en avant le nombre de bénéficiaires touchés, qui était le critère le plus important, donc avec un niveau d'importance
à 4. Nous avons mis une légende ici. Ensuite, il faut évaluer de 0 à 5 le critère en question. Et ensuite, grâce au jeu des coefficients, ça donne une note finale. Pour faire simple, si la structure 1 a une note de 3 sur 5 et que la structure 2 a une note de 5 sur 5, ça signifie tout simplement que le nombre de bénéficiaires de la deuxième structure est plus important que celle de la structure 1. Et là où on voit l'importance de cet outil, c'est que si on n'établit pas de coefficient préalable aux critères, on risque de passer à côté de ce qui est réellement important pour nous. Et en passant à côté de ce qui est réellement important, on va avoir par exemple la structure 2 qui sera mieux évaluée que la structure 3. Vous voyez, quand on prend les notes initialement sans avoir pris en compte le niveau d'importance de chacune, la structure 2 a une meilleure note que la structure 3. Sauf qu'en prenant en compte le fait que certains critères soient plus importants que d'autres, eh bien, on va avoir une note qui va être bien plus importante sur la structure 3, ce qui va faire que la structure 3 est au final une meilleure structure. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat ou dans les questions sur cet outil, qui est un outil extrêmement important parce qu'une fois qu'on a fait ça, ça va nous permettre de voir directement les critères sur lesquels on est meilleur que les autres et les critères sur lesquels on est moins bon. Pour nos diagnostics, c'est quand même vachement intéressant parce que ça nous permet de mettre en avant directement soit les choses que l'on doit faire évoluer, soit les choses que l'on va devoir faire, que l'on va devoir prendre en compte dans nos diagnostics et qui vont faire qu'on va choisir un financeur plutôt qu'un autre. Donc, c'est essentiel de faire ce travail préalable. Solène vous disait en préambule que cet outil pouvait aussi vous servir d'outil d'aide à la prise de décision. Et c'est vrai. Parce que si demain vous êtes dans un processus de recrutement, par exemple, que vous hésitez entre 2 bénévoles, entre 2 salariés, et que vous avez une fiche de poste concrète et précise à respecter, eh bien, par rapport à cet outil, vous allez pouvoir choisir non pas au feeling le meilleur collaborateur, mais par rapport à des éléments factuels que vous aurez précisés au préalable grâce à la matrice multicritère. Tout ça nous permet d'arriver à l'outil. La matrice, un cas concret faciliterait la compréhension. Du coup, c'est ce qu'on a essayé de vous faire dans ce document, avec un nombre de bénéficiaires touchés. Vous voyez la structure 1 à 3 sur 5, la structure 2 à 5 sur 5, la structure 3 à 3 sur 5 et la structure 4 à 4 sur 5. Ce qui signifie que la structure 4 a moins de bénéficiaires touchés que la structure 2, mais plus que la structure 3 et la structure 1, qui sont à des niveaux similaires de nombre de bénéficiaires touchés. Et pareil pour le coût des bénéficiaires, plus la note va être bonne, moins le coût sera important. Donc, ce qui signifie que la structure 1 a un coût par bénéficiaire moins important que la structure 2, mais que la structure 3 a un coût par bénéficiaire extrêmement faible qui lui permet d'avoir une meilleure note que la structure 1, alors que la structure 4, comme la structure 2, est extrêmement, a un coût extrêmement important par bénéficiaire. Alors, bénéficiaire, c'est pas les clients. Bénéficiaires, c'est bien entendu ceux dont bénéficient, c'est les utilisateurs finaux, j'ai envie de dire, de votre service, de ce que vous proposez en tant qu'association. Je vais laisser Roblet répondre aux questions parce que sinon je vais rester longtemps sur ça. Juste pour dire, il y a beaucoup de questions dans la section en question. J'essaie de vous répondre à tous, donc ça va arriver
Merci de poser autant de questions. Donc, ce qui nous permet d'arriver à l'outil, le boss du diagnostic, j'ai envie de dire, qui est le SWOT. Le SWOT va vous permettre de déterminer quelles sont vos forces et vos faiblesses, ainsi que les opportunités et menaces de l'environnement dans lequel vous évoluez. Alors, pour faire simple, au moment où on fait le SWOT, on essaye de déterminer des forces précises. Donc, des chiffres concrets qui nous permettent d'appuyer nos forces. Ça, c'est mis en avant notamment aussi grâce à la matrice multicritère dont on parlait au préalable. Le nombre d'ateliers que vous faites par an, par exemple, peut être une force si vous faites plus d'ateliers que les autres structures de votre secteur. Votre nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Le nombre de bénévoles que vous avez. Bref, ça va dépendre, encore une fois, de l'environnement dans lequel vous vous situez. Une force n'est une force que si elle fait que vous êtes meilleur que les autres. Si demain, je faisais un SWOT individuel sur chacun d'entre vous, je ne pourrais pas mettre dans vos forces que vous êtes, vous savez lire, par exemple. Normalement, l'ensemble des personnes ici présentes savent lire. Et au contraire, si elles ne savent pas lire, c'est là que c'est une faiblesse, puisque la majorité sait lire. Et c'est ce genre d'information dont il faut avoir conscience au moment où on établit ce diagnostic. Aujourd'hui, quels sont mes atouts par rapport aux autres, mais aussi quels sont les éléments sur lesquels je suis moins bon que les autres, donc mes faiblesses. Et les opportunités, ça va être les éléments extérieurs à votre structure qui peuvent être sollicités. Vous avez trouvé que la région Île-de-France finançait 70 000 € sur votre secteur, c'est une opportunité. Vous avez trouvé qu'il y avait 10 000 jeunes qui pouvaient bénéficier au sein de votre territoire de ce que vous proposez, c'est une opportunité aussi. À l'inverse, si les subventions baissent chaque année, et c'est le cas, c'est plutôt une menace de votre secteur. Il ne faut pas confondre menace en termes de risque pour votre structure. La menace, c'est vraiment un élément externe. Ce n'est pas quelque chose qui risque de se produire au sein de votre structure. L'opportunité, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez faire, c'est quelque chose dont vous pourriez vous saisir en tant que structure. Je vais passer à la suite parce qu'il est déjà 18h23 et que j'ai encore plein de choses à vous dire. Alors, les financements disponibles. On va voir 3 typologies de financement. On va voir les financements publics, les financements d'entreprise et les financements avec les particuliers. Sur les financements publics, vous allez avoir plusieurs niveaux de financement. Vous allez en avoir 5. Les financements européens. Alors, les financements européens, c'est les financements qui sont les plus complexes à obtenir, puisqu'ils supposent d'avoir une véritable structuration de votre projet et la justification de chacune des dépenses effectuées. Mais la justification extrêmement précise. À l'issue, d'ailleurs, notamment du FSE, vous devez établir un bilan de la bonne utilisation des fonds. Ceci étant dit, l'avantage des fonds européens, c'est qu'ils peuvent vous permettre d'avoir des fonds sur plusieurs années. Et donc, le fait de les mobiliser peut vous permettre de vous rassurer votre structure financièrement. Vous avez aussi des dispositifs nationaux, l'ADEME, le FDVA, le FONGEP. Alors, je vais faire un petit zoom sur le FDVA, qui est un dispositif qui est souvent porté in fine par la préfecture et que vous allez pouvoir solliciter sur 2 aspects. Le premier sur le financement des bénévoles, de formation pour les bénévoles, pardon. Donc là, c'est si vous avez une équipe de bénévoles que vous voulez faire monter en compétences. Et le deuxième, c'est le financement de la structure directement. Et le financement de la structure, c'est l'un des éléments qui peut être déterminant pour vous pour pouvoir assurer votre pérennité aussi. Donc les frais de fonctionnement, pardon. Vous avez aussi les financements régionaux. Les financements régionaux, ils fonctionnent uniquement par appel à projet. Là, vous allez avoir des niveaux de financement qui peuvent être le FDVA, c'est le Fonds de développement de la vie associative.
Et au niveau régional, comme je vous disais, vous allez pouvoir avoir des fonds allant de 2 000 € pour certains appels à projets jusqu'à l'autre jour, j'étais sur un financement à 250 000 € avec un client. Donc, ça va vraiment dépendre de vos projets, de l'appel à projet en question. Mais justement, ce que je vous conseille de faire au moment où vous avez des appels à projets, et notamment régionaux, c'est de bien lire le cahier des charges pour faire mettre en adéquation votre réponse à l'appel à projet et le cahier des charges. C'est-à-dire que lorsque vous répondez à un appel à projet d'une région ou d'un département, ne faites pas en sorte de créer un projet spécifiquement pour l'appel à projet. Non. Prenez votre projet et faites en sorte qu'il réponde aux besoins de cet appel à projet, aux spécificités de cet appel à projet. Typiquement, si dans votre projet, vous accompagnez tout type de public, mais notamment des personnes en situation de handicap, et que vous répondez à un appel à projet spécifique sur le handicap, eh bien, vous n'avez qu'à prendre le pan de votre projet correspondant aux personnes en situation de handicap afin de pouvoir justement répondre à cet appel à projet. Finalement, vous faites du réajustage de votre projet par rapport à une situation. Les appels à projets départementaux, c'est la même chose que pour les appels à projets de la région, sauf qu'il y en a moins, forcément. Et ensuite, il y a les demandes de financement avec les communes. Après, il y a les intercommunalités aussi et les groupements de communes qui peuvent parfois vous permettre d'avoir des subventions. Mais globalement, on est sur ces dispositifs-là avec les financements publics. Et là, vos demandes de financement ne vont pas forcément être ne vont pas être des appels à projets spécifiques, mais des réponses, des demandes de subventions sur des projets où c'est sur le fonctionnement auprès des acteurs locaux. Alors, on va faire un zoom sur les entreprises. Les entreprises qui sont un acteur peu utilisé, pas assez encore utilisé par les entreprises et qui pourtant ont tout intérêt à vous aider. Il faut savoir que les entreprises aujourd'hui sont dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. La RSE, donc, c'est le développement durable en entreprise. Et le développement durable, c'est 3 piliers. Le pilier économique, le pilier social et le pilier écologique. Et grâce aux associations, les entreprises peuvent répondre aux enjeux liés à la RSE que leur imposent certains, notamment partenaires. Aujourd'hui, il faut savoir que si vous voulez bosser avec des grandes entreprises comme la Société Générale, comme EDF, eh bien, vous devez respecter un certain nombre d'éléments liés à la RSE, et le fait de soutenir des associations peut être l'un des leviers. Tant mieux. Le premier élément que j'ai décidé de vous mettre en avant aujourd'hui, c'est l'adhésion des entreprises. Aujourd'hui, les associations font rarement adhérer les entreprises à leur structure. Pourtant, c'est l'un des leviers ça reste du mécénat d'entreprise à la fin, mais c'est l'un des leviers qui va vous permettre de pouvoir créer un partenariat de longue durée avec les entreprises, permettant des engagements pour la structure, des engagements à plus ou moins long terme. Pour pouvoir créer cette stratégie d'adhésion, on va devoir identifier les contreparties que nous pouvons proposer aux entreprises, ainsi que les différents niveaux d'adhésion. Et moi, je conseille de toujours intégrer la notion de mécénat de compétences ou en nature, afin de faire augmenter le niveau de l'adhésion des entreprises. Il faut savoir qu'il y a une loi en France, une tolérance en France de 25% de contrepartie de la valeur du don. Donc, pour faire simple, si une entreprise vous fait un don d'une valeur de 1 000 €, vous avez en échange la possibilité de lui faire un cadeau d'une valeur de 250 €. À cela s'ajoute la déduction d'impôt de 60% de la valeur du don dans la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe. Donc, pour un don de 1 000 €, ça veut dire qu'il y a 600 € de déduction d'impôt.
600 € plus 250, si jamais vous faites une contrepartie de 25% de la valeur du don, ça fait 850. 1000 moins 850, ça fait 150. Donc, ça fait qu'à la fin, le don effectué par l'entreprise ne lui coûte que 15% de la valeur de ce qu'il a donné. Au final, ça peut être aussi justement ça, ce qui fait la différence pour le monde associatif. Vous pouvez aussi devenir partenaire avec les entreprises. Ce partenariat, c'est un partenariat de mise en avant mutuelle qui peut occasionner le reversement d'une partie du chiffre d'affaires de l'entreprise à l'association. Ça peut être sur des produits directement. Par exemple, alors je vais utiliser Yapla qui n'est pas une association, mais c'est pas grave. Demain, Yapla est une association et est au contact d'une boulangerie. Et cette boulangerie va, le temps d'une campagne de 3 mois, créer la baguette Yapla pour laquelle elle reversera à chaque vente 5, 10 centimes à l'association Yapla. Ce qui va permettre à l'association de pouvoir avoir des fonds pendant 3 mois, justement, vente spécifique d'un produit. Donc l'association va aussi mettre en avant son partenaire à ce moment-là. Il y a beaucoup de structures qui le font, et puis d'ailleurs, il y a même des structures qui se sont spécialisées dans ça, dans le fait de proposer à des associations de devenir partenaires et de reverser automatiquement une partie de leur chiffre d'affaires aux associations en question. Vous avez aussi la possibilité de vendre des produits et des services. Et là, je vais vous surprendre parce que vous allez me dire, mais Quentin, une association, c'est à but non lucratif. Vous avez raison, mais sauf que le but non lucratif ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de générer du profit. Ça veut juste dire que vous n'avez pas le droit de le mettre dans vos poches, cet argent. Vous avez le droit de constituer une réserve de fonds à la fin pour votre structure. Mais vous n'avez pas le droit de le garder pour les membres du conseil d'administration, par exemple. C'est ça qui différencie une organisation à but lucratif d'une organisation à but non lucratif. C'est le profit pour les associés. Dans le cadre d'une organisation à but lucratif, le profit pour votre structure est tout à fait autorisé. Et vous avez le droit de vendre des produits et des services. Alors, il y a quand même quelques particularités. Pour ne pas payer la TVA, vous devez être dans les éléments liés à la les mêmes éléments que la micro-entreprise. Donc, vous n'avez pas le droit de vendre pour plus de 35 000 € de services et 70 000 € de vente de produits avant TVA. Et je crois d'ailleurs qu'ils ont changé les paliers, mais du coup, on est dans ces niveaux-là de détail. Et vous avez aussi le devoir de ne pas être concurrentiel d'entreprises classiques. Mais vous avez la possibilité de vendre des produits et des services. Beaucoup d'associations vendent notamment des sensibilisations. Je pense notamment sur le harcèlement scolaire aux entreprises. Donc des sensibilisations pour les parents au sein des entreprises. Et pour le coup, c'est quelque chose qui permet de financer le modèle associatif. Vous avez aussi la possibilité de placer votre argent. Alors, là aussi, c'est quelque chose qui est surprenant, puisque une association, l'argent, on l'utilise normalement. Mais non, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des contrats de capitalisation, de placer votre argent sur des contrats de capitalisation, ce qui vous permet de, là aussi, avoir des fonds supplémentaires, vu que votre argent est placé, et donc ça vous permet d'avoir davantage d'argent, tout simplement. Un autre dispositif, c'est l'arrondi sur paiement et l'arrondi sur salaire. Alors, l'arrondi sur paiement, vous l'avez tous vu, l'arrondi en caisse avec Monoprix, par exemple, à destination d'une association, on vous dit vous êtes à 10,90 € et on vous dit que les 10 centimes supplémentaires vont aller à l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. Et du coup,
Vous avez aussi la possibilité de le faire au niveau local avec certains acteurs. Il y a un acteur notamment qui s'appelle EO, qui va vous permettre de pouvoir mettre en place ce genre d'action avec des commerces plus petits que les monoprix, qui sont généralement en contact avec des sièges sociaux au niveau national. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser votre coiffeur. Avec un client à Saint-Germain-en-Laye, on l'a fait avec une structure de jeux de société, un commerce de jeux de société. Bref, plein de petits commerces peuvent être extrêmement ravis de vous accueillir pour pouvoir proposer l'arrondi en caisse à destination de votre association. L'arrondi sur salaire, lui, c'est lorsque vous avez des entreprises qui sont plutôt grandes tout de même, va proposer, lorsqu'un salarié gagne 1904,32 €, que les 4,32 € soient reversés à votre association. Et dans ces moments-là, eh bien, les 4,32 € vont souvent se transformer en 8,64 € puisque l'entreprise est souvent dans un dispositif d'abondement du don, ce qui va faire que 1 € donné par le salarié égale 1 € donné supplémentaire par l'entreprise, ce qui est généralement avantageux. Comme ça, c'est un projet collectif qui permet aussi d'ailleurs d'améliorer la fidélisation des collaborateurs de l'entreprise, puisque comme ça, l'entreprise et le collaborateur œuvrent pour une action commune. Il y a le mécénat de compétences en nature et financier. Alors, le mécénat de compétences, pour faire simple, c'est la mise à disposition de collaborateurs par l'entreprise pour aider votre association. C'est totalement gratuit pour votre structure. Et ce que vous devez faire en échange, c'est établir un reçu fiscal de la valeur du salaire de la personne à l'entreprise qui vous a mis à disposition le collaborateur. Le mécénat en nature, c'est par exemple de la mise à disposition d'une salle. Eh bien, vous allez établir un reçu fiscal de la valeur de la location d'une location potentielle d'une salle à ce moment-là. Et le mécénat financier, vous le connaissez tous, c'est le don en numéraire, donc le don en argent que vous pouvez recevoir de la part des entreprises. Les entreprises ont aussi la possibilité d'établir des cagnottes de l'ensemble des collaborateurs où là, ça va être le même principe que pour tout à l'heure, l'arrondi sur salaire. Il va y avoir une cagnotte avec une somme à atteindre et en fonction de l'atteinte de cette somme, généralement, l'entreprise va proposer d'abonder, donc de multiplier par 2 la somme versée par ses collaborateurs. Le mécénat à l'issue d'un appel à projet, c'est généralement ce que vous faites avec les fondations d'entreprise et c'est là où vous avez la nécessité de structurer énormément votre projet et encore une fois d'avoir le diagnostic le plus complet possible pour établir cette réponse à l'appel à projet. Le don sur publicité, alors ça c'est un acteur qui s'appelle Goodid qui vous permet ça, qui va faire en sorte de vous... excusez-moi, qui va faire en sorte de permettre à vos donateurs de regarder une vidéo et à chaque fois qu'ils regardent une vidéo, une somme d'argent est reversée à votre association. Alors, ce n'est pas forcément si facile que ça à mettre en place parce qu'ils sont extrêmement sollicités, Goodid, mais ça reste un levier utilisable. Les particuliers. Avec les particuliers, on peut faire plusieurs choses aussi. Déjà, le premier élément, vous avez tous un système, enfin, beaucoup d'associations ont un système d'adhésion avec les particuliers. Vous avez la possibilité de revoir les niveaux d'adhésion. Là aussi, la matrice multicritère dont je parlais tout à l'heure peut être décisive dans la mesure où vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes beaucoup moins cher que l'ensemble des structures qui œuvrent pour les mêmes choses que vous. Et là, il va falloir se poser la question de est-ce que c'est cohérent de rester aussi peu cher ou est-ce qu'on peut augmenter le niveau d'adhésion pour pouvoir augmenter les financements de la structure. La vente de produits ou de services, je n'y reviens pas, on en a déjà parlé pour les entreprises, et bien c'est la même chose vis-à-vis des particuliers. On peut leur proposer des produits ou des services, et notamment d'ailleurs, lorsque vous faites des ventes lors de billetterie, par exemple, si vous êtes une école de danse, vous faites une vente de produits ou de services. Revoir les dons, donc faire en sorte d'avoir plus de dons par les particuliers. Pour ça,
vous avez des outils géniaux avec Yapla, mais je laisserai Solène revenir dessus. L'arrondi sur paiement dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, pourquoi j'ai mis l'arrondi sur paiement et pour les particuliers et pour les entreprises? C'est parce que les entreprises, vous devez convaincre les commerçants de vous soutenir et de mettre ce dispositif en place pour votre structure, alors que les particuliers, c'est eux que vous devez convaincre de faire le don. In fine, à ce moment-là, vous mobilisez et les entreprises et les particuliers. Vous avez le street fundraising, qui est la collecte en face à face, tout simplement. L'idée, c'est d'être présent sur des zones stratégiques et de demander de faire du don régulier à vos donateurs potentiels. Donc, ça suppose d'aller au contact de ces donateurs et de leur faire remplir certains documents pour pouvoir assurer des financements pérennes, puisque généralement, c'est sous la forme d'abonnement, c'est des petits dons, c'est des dons allant de 5 à 10 euros généralement, mais qui sont étalés sur plusieurs mois et qui peuvent représenter très rapidement de grandes sommes. Ça peut être rapidement du 100 000 euros par an liés au street fundraising. La création de cagnottes, évidemment, on y revient un petit peu à l'instar des entreprises. Vous pouvez créer une cagnotte qui à destination des particuliers que vous allez faire en sorte de faire grimper. Il y a les financements participatifs où là, vous pouvez aussi proposer de faire des dons à votre structure en échange de contrepartie. Je rappelle que la contrepartie, si on est sous le mécénat, ne doit pas dépasser 25% de la valeur du don. Sinon, ça veut dire qu'on n'est plus sous la forme du mécénat et que c'est juste un don sur lequel le particulier n'aura pas d'avantages fiscaux. Les règles, d'ailleurs, pour un particulier, pour de la donation, c'est 66% de déduction d'impôt dans la limite de 25% de son revenu imposable. Enfin, il y a le leg aussi, qui est une personne en fin de vie décide de donner son argent à vous plutôt qu'à ses héritiers. Elle a la possibilité, grâce au dispositif du leg, de le faire. Alors, j'espère que vous avez, parce que là, il est déjà 18h45, donc je vais essayer d'être très synthétique pour la suite. J'espère que vous avez pu assimiler l'ensemble des éléments que j'ai dit jusqu'ici, parce que maintenant, on passe à la partie la plus importante, celle d'établir son plan d'action. Établir son plan d'action, ça veut dire se structurer. Ça veut dire que votre projet doit avoir des éléments concrets qui l'appuient. Vous devez comprendre les impacts financiers liés à votre projet. Donc, combien coûte la situation initiale à la société? Qu'est-ce que vous permettez d'économiser à la société? Si demain, vous permettez à quelqu'un au chômage de retrouver un emploi, vous permettez à Pôle emploi de faire, enfin à France Travail, pardon, de faire 1 200 € d'économie par mois en moyenne. Eh bien, ça c'est un impact pour la société. Les impacts écologiques, est-ce que aujourd'hui, votre projet peut permettre de faire des économies d'émissions de gaz à effet de serre? Humain, est-ce que justement vous permettez d'avoir des personnes qui ne sont plus au chômage chaque année? Ou est-ce que vous permettez l'insertion sociale? Ce qui peut avoir des impacts énormes en termes de maladies, justement d'évitement de maladies, etc. Sociétaux. Est-ce que vous permettez d'éviter de la délinquance, par exemple, par votre action? Tout ce genre d'éléments doit être pris en compte pour pouvoir comprendre au mieux la direction vers laquelle on va. Et notre projet va devoir avoir des objectifs SMART. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Pour être précis, pour être concret par rapport à un objectif, il doit être chiffré, défini dans le temps, et on doit bien le comprendre. C'est-à-dire que si vous me dites, par exemple, demain vous vendiez des chaises, enfin vous êtes un vendeur de chaises, vous dites à votre vendeur, je veux que tu me vendes 10 chaises, eh bien s'il vend des chaises noires uniquement, et que vous attendiez à ce qu'il vende des chaises rouges, vous ne serez pas content. Et bien c'est la même chose. En fait, l'idée, c'est
de pouvoir préciser concrètement ce que l'on va faire pour pouvoir aussi séduire les financeurs, quels qu'ils soient. En étant précis, on leur permet de se projeter avec nous. Et évidemment, il faut que vous soyez capable de budgéter votre projet. Alors, d'ailleurs, petite astuce, lorsque vous budgétez un projet, n'hésitez pas à intégrer aussi le temps passé par vos bénévoles sur ce projet. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de pouvoir faire augmenter la valeur de votre projet et d'augmenter le niveau de votre propre financement. Je m'explique. Si 10% de votre projet est fait par vos bénévoles, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous autofinancez 10% du budget de votre projet. Je le résume, hein, mais c'est pour que ce soit simple. Donc, n'hésitez pas à valoriser financièrement le niveau d'implication de vos bénévoles. Et prenez aussi évidemment les niveaux de financement de vos salariés et de l'ensemble des acteurs qui travaillent sur le projet. Parce que nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est les ressources nécessaires pour mettre en place le projet, le temps qui va être consacré par chaque ressource, justement, le temps attribué à chaque ressource dans le projet et dans chaque action. Et c'est ce qui va permettre d'assurer la bonne utilisation des fonds. Et je vous le rappelle, je vous l'ai dit au préalable, le FSE le fait, mais l'ensemble des financeurs demandent de plus en plus que vous établissiez un bilan de la bonne utilisation de l'argent. Et c'est logique, puisqu'on est sur des fonds publics et qu'en plus, malheureusement, on est dans un monde où il y a de moins en moins d'argent. Les budgets sont en baisse de manière générale sur les financements publics. Donc, le fait de garantir la bonne utilisation de l'argent est un vecteur qui rassure vos partenaires et qui va faire en sorte que ça dure plus longtemps. Enfin, la fidélisation, qui est aussi l'un des éléments sur lesquels Yapla pourra vous aider, mais je laisserai Solène en parler plus précisément. Il y a des choses qui vont de soi et pourtant ça va mieux en les disant. Lorsque quelqu'un finance votre projet, il faut évidemment l'informer sur le bon déroulé de ce projet, mais aussi le remercier pour sa participation, le tenir au courant aussi des réalisations de l'ensemble de ce que fait l'association de manière générale. Vous pouvez aussi lui proposer de participer au développement des projets. Donc, le faire devenir acteur des projets, c'est aussi l'un des moyens de pérenniser les partenariats que vous avez avec les entreprises et évidemment, ou les financeurs d'ailleurs de manière générale. Le meilleur moyen d'assurer la pérennisation des partenariats, c'est d'obtenir des résultats. Donc, non seulement on fait en sorte d'avoir des éléments factuels sur lesquels on peut s'appuyer pour dire « voici ce que nous avons fait », mais en plus, on les diffuse. Parce que c'est la diffusion qui fait que les gens restent avec nous. Je vous remercie pour votre attention. Si vous souhaitez aller plus loin sur tous ces éléments, et j'ai essayé d'être très synthétique, mais en même temps, ça va vite, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous via le QR code présent sur vos écrans. Si jamais vous n'avez pas accès si jamais vous êtes sur votre téléphone, vous avez la possibilité tout simplement de prendre le mail de Roblet pour lui envoyer une demande de rendez-vous. Et maintenant, je propose à Solène de vous répondre comment Yapla. Mais Solène, comment Yapla peut vous aider? Merci beaucoup, Quentin. Merci déjà pour cette belle présentation. Donc, effectivement, je vais prendre quelques minutes juste pour compléter, parce que là, il y a eu beaucoup d'informations et c'est génial. On a eu beaucoup de questions aussi. Donc, simplement, moi, ce que je veux vous dire, c'est que parmi tout ce que Quentin vous a partagé, sachez que sur Yapla, vous avez pas mal d'outils pour vous accompagner à chacune des étapes que vous avez vues. Sur Yapla, vous pouvez collecter des paiements. Donc, si vous voulez vous lancer sur de la collecte de dons, par exemple, des adhésions, lancer une boutique pour aller vendre des calendriers, pour aller vendre des produits de producteurs locaux qui peuvent vous aider dans le cas d'un partenariat pour aller financer votre projet.
sachez que vous pouvez le faire sur Yapla. Pour donner de la visibilité, de la crédibilité à votre association, vous pouvez aussi avoir un site web. Sur Yapla, on a un template qui vous aide à créer en quelques clics un site web. Et puis, on a une équipe aussi qui peut vous aider dans la configuration de celui-ci. Vous avez aussi des outils de communication pour fidéliser vos financeurs, vos donateurs, vos adhérents. Et l'avantage de Yapla, contrairement à d'autres outils, c'est que tout est centralisé. Et en fait, tout ce que vous allez faire sur la plateforme, derrière, vous allez avoir des chiffres, vous allez avoir des tableaux de bord, vous allez avoir notamment vos bilans comptables qui vont vous aider à faire le point, à faire le bilan, le diagnostic dont parlait au tout début Quentin. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, c'est toutes les fonctionnalités. Si ça vous intéresse, que vous ne connaissez pas encore Yapla, je vous invite à aller vous inscrire à notre webinaire de découverte. Je vais vous partager le lien tout de suite. Et voilà, sachez qu'on est là pour vous accompagner, pour vous aider. Et puis, on va pouvoir prendre les quelques minutes qui restent pour répondre à vos questions. Il y en a encore beaucoup. Ouais, là, on a un succès fou. Alors, je vais répondre juste à certains. Enfin, moi, j'ai vu dans le chat, mais là, Roblet, si tu as des questions qui reviennent dans les questions, n'hésite pas à nous les partager, parce que j'ai beaucoup de questions. Mais du coup, alors, si pour information, la statut d'intérêt général n'est pas obligatoire pour la défiscalisation des dons, et toutes les associations ont la possibilité de délivrer un reçu fiscal par essence, en fait. C'est juste que si jamais l'administration fiscale vient vers vous et vous dit « vous n'êtes pas d'intérêt général », vous risquez une amende de 25% de la valeur de tous les dons que vous avez reçus depuis le début. Donc, il faut faire attention, il faut être sûr de vous. Par contre, la demande de rescrit fiscal, c'est ça l'élément qui vous permet d'officialiser le fait que vous êtes bien d'intérêt général, elle prend du temps à faire. Et du coup, certaines structures préfèrent faire le choix de ne pas faire la demande de rescrit fiscal et d'établir les reçus fiscaux malgré tout. Alors, je vois qu'il y a eu pas mal de questions aussi concernant Yapla, la différence entre Yapla et d'autres plateformes comme Hello Asso. Alors, la différence, c'est que globalement, en termes d'outils, sur tout ce qui est collecte de paiement, on fait la même chose. Là, vous pouvez collecter des dons, des adhésions, et ce, sans frais de transaction, parce qu'on propose le même modèle de contribution volontaire. La seule différence, c'est que sur Yapla, on a la centralisation. En fait, vous avez des outils de gestion et de communication qui sont intégrés à la plateforme, qui fait qu'en fait, à chaque paiement que vous recevez, vous avez tout ce qui en découle qui est automatisé. Donc, votre comptabilité, vous avez un outil de comptabilité qui est mis à jour automatiquement, des communications qui peuvent être automatisées avec l'envoi des reçus fiscaux, des relances pour relancer un donateur après un an, pour lui demander s'il voudrait bien vous soutenir encore cette année. Vous avez un outil de newsletter, la possibilité de créer votre site web, je vous le disais. Donc, la grosse différence, c'est dans les aspects plutôt de gestion et de communication qui vont vous aider dans la partie diagnostic et fidélisation de votre communauté. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions qui reviennent ? Alors, j'ai essayé de répondre à pas mal des questions. Il y avait comment valoriser le coût d'un bénévole. Alors, ça, c'est une super question d'ailleurs. Et effectivement, j'ai essayé d'être rapide. Alors, ça peut être en fonction de la mission, tout simplement. Mais en fait, la façon de valoriser un bénévole, c'est au minimum au SMIC horaire. Puisqu'en France, on a un SMIC horaire, donc on ne peut pas payer les gens moins qu'un SMIC horaire. Souvent, on fait même un peu plus que le SMIC horaire et on valorise à 15 voire 20 euros de l'heure la venue du bénévole, enfin, l'implication du bénévole. D'autres questions, Rob ? J'ai le cadeau de 250 euros, j'ai la valorisation des 25% de contrepartie. Alors, 25% de contrepartie, quand je vous dis cadeau de 250 euros, en fait, c'est la tolérance. Encore une fois, c'est une tolérance, c'est pas forcément marqué dans la loi, c'est juste que dans l'usage, il y a une tolérance de 25%. Et j'ai dit 250 euros en exemple
sur un don de 1 000 euros. Sur un don de 100 euros, ça serait 25 euros. Hein. Et là, c'est à vous d'être capable de valoriser au préalable les contreparties que vous proposez. Donc, vous devez faire ce travail de valorisation de combien vaut cet élément que je peux proposer en contrepartie. Si demain, par exemple, vous proposiez des sensibilisations, je disais par exemple sur les violences, sur les violences sexistes faites aux femmes, tiens, par exemple, et que vous considériez que cette sensibilisation vaut 250 euros de l'heure, eh bien, vous pourriez proposer cette sensibilisation en contrepartie d'un don de 1 000 euros. Alors, il y a des questions sur les plateformes d'appel à projet. J'y ai répondu dans la section questions, mais si vous voulez, dans les mails, je verrai si c'est possible avec Yapla, je peux vous envoyer plusieurs liens pour aller chercher ces appels à projet. Alors, je vais même aller plus loin, Roblet, aujourd'hui. N'hésitez pas, c'est vrai que je n'ai pas pu parler de tout, mais n'hésitez pas à utiliser l'intelligence artificielle pour, par rapport à votre projet, à ce que vous êtes et par rapport aux différents niveaux de financement dont je parlais tout à l'heure, demander à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, voici ce que fait mon association, quels sont les financements européens que je peux mobiliser. C'est un super moyen d'utiliser l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, là, elle va vous donner un ensemble d'éléments qui vont, d'appels à projets sur lesquels vous pourrez vous positionner. Alors, il y avait aussi des questions sur certains sigles. Donc, pour les personnes qui avaient besoin d'explications à nouveau, n'hésitez pas à les demander. On va essayer d'y répondre là assez rapidement. J'ai répondu à l'écrit, mais parce que ça parle pas mal du rescrit fiscal. Le rescrit fiscal, oui, c'est normalement... c'est 6 mois généralement pour l'obtenir. J'ai vu qu'il y en a un qui l'avait eu en 15 jours, donc bravo à lui. C'est extrêmement rare. Par contre, le problème du rescrit fiscal, c'est que si jamais demain, votre association, vous changez un petit peu parce que justement, vous améliorez des choses, vous changez un petit peu le projet associatif, eh bien, ça peut remettre en cause aussi votre rescrit fiscal. C'est-à-dire que votre rescrit fiscal n'est pas un bon pour don éternel. Et encore une fois, c'est pour ça que certaines structures n'en font pas la demande. Alors, demandez à l'IA et vérifiez ensuite la véracité de l'information. De toute façon, vous prenez la source et vous allez regarder directement pour les appels à projets, pour pouvoir y répondre. On demande s'il y a des aides pour apprendre à utiliser Yapla. Ah, oui, c'est une très bonne question. Merci de l'avoir remonté, Roblet. Effectivement, sur Yapla, en fait, et d'ailleurs, on vous l'explique encore mieux dans le webinaire découverte. Je vous ai mis le lien, vous avez un onglet lien, je vous l'ai glissé, je vous le remets d'ailleurs à l'écran. Mais oui, vous avez donc plein de ressources qui sont disponibles gratuitement et quand vous créez votre compte sur Yapla, on vous le donne tout de suite. Vous avez un support, vous avez un site avec plein d'articles. Il y a un chat aussi qui est disponible toujours avec vous, qui vous accompagne, à qui vous pouvez poser vos questions, qui vous guide. Il y a une équipe aussi qui est là pour vous aider à répondre à vos questions, dont d'ailleurs Laetitia qui fait chauffer le clavier à répondre à beaucoup de questions est responsable de cette équipe. Et elle est super, toute l'équipe, ça fait partie des retours dont on est assez fiers de nos clients qui sont contents de notre support client. On a beaucoup de webinaires comme celui-ci. Et puis, on a aussi, pour les associations qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé, qui ont besoin d'aide à la structuration de leur stratégie numérique, on est aussi certifié Calliope comme DonaSafe. Et donc, on propose aussi des formations que vous pouvez faire financer par votre OPCO selon critères d'éligibilité, bien sûr. Mais voilà, il y a plein de ressources disponibles et on vous les partage dans notre webinaire dédié, donc n'hésitez pas à venir vous inscrire. Avons-nous d'autres questions? Enfin, il y a beaucoup de questions, hein. J'essaie de tout lire. Roblet, mais vous avez effectivement, bravo. Et c'est Laetitia qu'elle s'appelle. Bravo à Laetitia aussi. Hein. Il y a eu du travail sur les réponses. Hein. Oui.
On demande si l'outil de vision qu'on est en train d'utiliser actuellement est intégré à Yapla, Livestorm. Non, nous sommes sur Livestorm. Livestorm, c'est vraiment un outil à part. Il n'y a pas d'outil de visio sur Yapla. Non, Julien. Il y a Julien qui demande, étant adhérent de la même fédération que moi, si une personne a obtenu un rescrit fiscal, est-ce qu'il en hérite? J'ai pas compris la question. Est-ce que si une association étant adhérente de la même fédération que moi a obtenu un rescrit fiscal, est-ce que j'en hérite? Bah non. Non. C'est deux structures différentes. Est-ce que par Yapla, il y a un partenaire pour la gestion des stocks? Pour la gestion des stocks, c'est-à-dire des stocks dans le cas de vente de produits, par exemple? Si c'est ça la question, non. On n'a pas... Enfin, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais en tout cas, on n'a pas de partenaire en gestion de stock chez Yapla. Bah, écoutez, on a encore pas mal de questions qui arrivent. Quel succès! Oui, si vous faites la demande à l'administration, il faut attendre absolument et il y a absolument une réponse. Ouais, il y a une réponse. Il y a une réponse quoi qu'il Il y a arrive, des- mais elle peut être longue. Elle peut être très longue. Oui, et même si vous avez un nom, souvent, il y a des justifications. Oui, et il y a des un nom n'est pas améliorations. définitif. Effectivement, C'est ça. un nom n'est pas On définitif. propose des améliorations pour pouvoir. Mais comme un oui n'est pas définitif d'ailleurs. Comment faire en zone rurale très écartée du monde commercial, industriel, financier et culturel? C'est une super question. Et justement, nous, on aide beaucoup de structures au niveau local. Le monde rural ne veut pas dire que vous n'avez pas d'entreprise autour de vous. Et au contraire, généralement, dans le monde rural, vous êtes dans les zones les plus solidaires qui existent. Et donc, vous pouvez bénéficier de cette solidarité par le biais de certains dispositifs. Je parlais de l'arrondi en caisse, par exemple. C'est un super dispositif à mettre en place pour vos structures. Vous avez aussi la possibilité de faire appel aux petites entreprises. Le mécénat, soyons clairs, n'est pas l'apanage seulement des grands groupes. La PME du coin ou même la TPE du coin peut faire du mécénat. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure d'ailleurs, mais les TPE peuvent faire jusqu'à 20 000 euros de mécénat. Enfin, le minimum de mécénat en fait, qu'on peut faire annuel en France, c'est 20 000 euros. Et on a une déduction d'impôt de 60%. Donc, vous pouvez solliciter votre artisan si jamais vous êtes proche de lui. Et même, faites-le. Après, vous pouvez faire appel à nous pour vous aider à le faire. C'est encore mieux. D'ailleurs, je vais afficher les contacts à l'écran. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent après le webinaire, n'hésitez pas à nous écrire pour tout ce qui concerne Yapla à bonjour@yapla.com et à tout ce qui concerne les questions DonaSafe. Les sujets sur les financements, je vous invite à contacter directement Roblet. Solène, on demande est-ce que les gens pourront voir les réponses aux questions après le webinaire? Les questions qu'il y avait dans la section questions. C'est une bonne question. Il me semble que oui, mais j'ai un gros doute. J'ai un gros doute. En tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, encore une fois, qui vous viennent à la fin du webinaire, ce qui est sûr, c'est que vous aurez toujours notre mail à disposition. N'hésitez pas à nous solliciter. On sera ravis de vous aider. Absolument. Et puis, donc j'ai bien noté, il y a eu pas mal de personnes qui nous ont demandé là, les liens des différents sites, qu'on a des différentes solutions qu'on a, que tu as évoqué. 1, 2, 3, pardon, fin de journée, que tu as évoqué, Quentin. Donc, je vous ferai un mail. Là, vous allez recevoir la présentation avec le replay du webinaire et nos contacts. Et puis, je vous ferai partir un autre mail, parce que celui-ci, il est déjà programmé, mais je vais vous faire partir un autre mail avec les différents liens des outils. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a Joseph qui a posé une question. Oui, une entreprise peut adhérer à une association. Tout simplement, oui.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure parmi les dispositifs de financement de vos structures. Alors, c'est sous l'angle du mécénat. De toute façon, une adhésion est souvent sous l'angle du mécénat. Donc, permet d'avoir les mêmes éléments fiscaux dont je parlais tout à l'heure. Quel succès, Solène, ce webinaire. Bah, faut dire que il y avait un beau programme. Vous nous avez proposé une super présentation. Une question sur les fondations ou les entreprises ont-ils des deadlines annuels pour financer les assos? Oui, parce qu'ils ont des deadlines annuels. En fait, ils se les fixent, les fondations d'entreprises. Les entreprises, ils ont des deadlines liées aux impôts. Les fondations, c'est un peu différent. En fait, lorsqu'une entreprise a une fondation, c'est généralement parce qu'elle défiscalise auprès de sa fondation d'entreprise. Et sa fondation d'entreprise va avoir un but précis et donc soutenir une typologie d'association précise. Mais effectivement, il y a une deadline, c'est des étapes. Voilà, c'est une date fixée, si vous voulez. Et donc, des dates fixées évidemment, des dates sont fixées au préalable. Les fondations ne sont pas à dire ah bah tiens, on va donner au fil de l'eau. Généralement, il y a des appels à projets spécifiques. Bon, mais j'ai l'impression qu'on a répondu à pas mal de questions. Oui, Gaël, il y aura un replay. Il y a Gaël qui demandait s'il y aura un replay. Vous aurez la possibilité de mettre en plus lent peut-être dans le replay parce que j'ai essayé d'être rapide. Il y avait beaucoup d'informations et encore, il y a même d'autres formes de dons dont je n'ai pas parlé. Les bornes de dons que vous pouvez mettre dans les centres commerciaux. On a un super partenaire qui fait ça, qui s'appelle Donatouch. Je n'ai pas parlé de Gandhi, qui est un super partenaire aussi, qui peut vous permettre de faire appel à une communauté de jeunes pour faire votre fundraising. Enfin, il y a plein d'autres leviers et on ne peut pas tout mettre en avant aussi là en si peu de temps. Oui. Il n'y a plus de questions du coup dans questions maintenant. D'accord. Tac. Je crois bien qu'on a répondu. Ouais, j'ai l'impression qu'on a répondu. Il y a une question. Les entreprises étrangères qui veulent faire un don à notre association française. Alors, Farah, ça va prendre du temps. Si on veut vous donner une réponse complète et correcte, ça va prendre du temps. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse email qui s'affiche et je pourrai vous répondre. Oui, on a des stats sur les fonds. Il y a Arlette qui pose dans le chat une question sur les stats sur les fonds récoltés auprès des entreprises. Alors oui, on a des stats puisqu'il y a l'observatoire du mécénat d'entreprise par... je crois que c'est par Admical de mémoire. Excusez-moi, là, j'ai plus en tête forcément l'organisme qui organise cette étude, mais on a non seulement le baromètre des dons du mécénat d'entreprise au niveau national avec les causes soutenues, mais on a aussi ça au niveau régional dans ce baromètre. Donc, il est extrêmement intéressant de le regarder. Moi, je m'en sers beaucoup dans le cadre des formations qu'on dispense. Il y a quelqu'un qui avait une question sur Jouer Club. Et oui, c'est du mécénat en nature. Vous pouvez demander des dons à Jouer Club si tant est que vous arrivez à avoir un partenariat avec eux. Mais c'est du mécénat en nature et c'est possible. C'était Sarah, je crois. Alors, il y a une question que j'ai du mal à comprendre de la part de James qui demande quel risque concret prend-on à accepter des dons d'une entreprise, quel qu'il soit. Bah, je sais pas. Pour le coup, c'est extrêmement vaste comme question. Tant que c'est légal, acceptez-le. Tout simplement. Précisez votre question, s'il vous plaît, mais sinon, non. De manière générale, vous risquez pas grand-chose.
Alors, Céline, si une entreprise ensuite souhaite souhaite faire un don, est-ce qu'ils peuvent bénéficier de rescrit fiscal, enfin d'une déduction fiscale? Déduction d'impôt, bah non, ils ne payent pas leurs impôts. Ça dépend si elle paye ses impôts en France. Oui, Là, encore une fois. si là c'est de Suisse, Si elle paye en Suisse, non, elle n'a pas de déduction d'impôt en France. C'est ça, tout à fait. Mais après, généralement, une entreprise de Suisse, si elle fait ça, elle va utiliser son fonds de dotation ou sa fondation, et du coup, elle aura déjà déduit fiscalement. En tout cas, merci. Tout le monde a apprécié et dit que ça a été clair et efficace. Donc, Bah, merci, on s'est donné du mal pour essayer d'être le plus synthétique possible et de vous expliquer des choses parfois complexes de manière simple. Donc, si vous avez apprécié, tant mieux. Bah, merci à vous les garçons. Je vois qu'il y a encore pas mal. Il y a des petites questions qui continuent. Ouais, une facturation, Laetitia. Qu'est-ce que vous voulez dire par une facturation? Et merci à tous hein, et au revoir à ceux qui s'en vont. C'était un plaisir. Je vois une question là d'Erika. Est-ce légal et possible de demander une libre participation sur une action? Oui. Oui, évidemment. Il y a des questions, j'ai du mal à comprendre. Je ne vois pas la question de Laetitia pour le coup. Ouais, n'hésitez pas à préciser vos questions. La facturation, je pense que c'est la facturation, parce que je vois elle facturation. Comment considérer des dons d'objets voués à la destruction? Eh bien, par leur valorisation, tout simplement. Je vais prendre l'exemple des dons alimentaires. S'ils ne sont pas donnés à des associations, ils sont détruits. Eh bien, ils vont être valorisés par rapport... il va y avoir une résidualité qui va être calculée. Mais ça va être un mécénat mesuré. La déduction des 66% marche sur les dons ou sur les cotisations? Sur les deux. Les cotisations sont des dons. C'est ça, les cotisations sont considérées comme étant des dons, donc ça marche sur les deux. En fait, une adhésion est souvent un don, sauf si vous décidez que ça ne soit pas un don, et dans ce cas, il n'y a pas les 66%. Mais ça, c'est vous qui le décidez au préalable. Quelle aide possible pour restaurer une église? Alors, il y a des dons pour restaurer une église, au niveau département de la ville. Là, on rentre dans le concret, mais ce que je vous conseille, c'est de mettre ce que je vous disais, une borne de dons au sein même de l'église. Rien de mieux que les fidèles pour financer la rénovation de l'église, pour le coup. Il y a Rémi qui demande comment une association peut-elle placer son argent? Contrat de capitalisation. C'est comme des contrats d'assurance vie, mais pour les sociétés. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous avec DonaSafe, avec Quentin Roblet pour vous faire accompagner sur ces sujets-là. Surtout Roblet, surtout Roblet. Prenez beaucoup. Johan aussi, on a Johan qui est très bien. Vous pouvez faire des rendez-vous avec Johan. On l'adore, Johan. Je vous remets dans la partie lien, si vous voulez, le lien de prise de rendez-vous. Dans la partie chat, je voulais dire, excusez-moi. Voilà. Oui, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la plupart des questions. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Je pense qu'on va tous devoir se déconnecter. C'était un plaisir encore. Merci Roblet et Quentin pour ce super webinaire. J'étais ravie d'être avec vous ce soir. J'espère que merci à toi. Vous avez toutes et tous appris autant de choses que moi. C'était super intéressant. Et puis, encore une fois, on est dispo si vous avez des questions, contactez-nous. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée, soirée. Et j'espère vous voir très bientôt à notre prochain webinaire. Merci Yapla. Merci tout le monde. Merci pour votre présence, pour vos nombreuses questions. Et n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On se fera un plaisir de vous répondre.
Et merci évidemment à Yapla pour l'organisation de ce webinaire parce que pour le coup, ils ont bien travaillé sur ce sujet. Merci beaucoup Yapla. Merci Merci Laetitia à aussi. vous, bonne soirée et merci Bonne pour soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à tous.